Bienvenue sur ce podcast interview qui traite de deux grandes thématiques, le business à l'international et aussi la parentalité en tant que chef d'entreprise. Je suis Peggy Santerre et je relève chaque jour le défi de diriger une famille, mais également une entreprise qui accompagne les PME, grands groupes et institutions à mieux communiquer à l'international à travers des traductions professionnelles. Sur un format de 20-30 minutes, vous découvrirez les aventures, les anecdotes et conseils de dirigeants et gérants d'entreprises tournés à l'export. Bonjour William. Alors William, société Galéo. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise et son histoire ? Bien sûr, bonjour Peggy. Tout d'abord, merci de m'avoir sollicité pour cette interview. Donc oui, je suis William Burkel, je suis le responsable export donc, de la société Galéo. On a été créé en 2001 et en 2013, donc mes deux parents ont racheté cette société et on a voulu y donner un sens absolument et radicalement différent de ce qu'elle était à l'origine. Puisque à l'origine, en 2001, l'ancien dirigeant achetait pour 80% de ses produits en Chine, dans trois catégories de produits qu'étaient le bien-être, la senteur et la décoration. Donc on a voulu radicalement changer cela en rapatriant la production en France. Ça, c'était notre première mission, puisque pour nous, la production française était synonyme de davantage gage de qualité de produits. Donc c'était la première mission. Et la seconde, ça a été de créer la marque Galéo qui n'existait pas. Et donc on y a créé, donc on y a associé plutôt une charte graphique assez forte sur des catégories de produits qu'on a voulu légèrement différentes, puisqu'on s'est orienté vers l'aromathérapie, la cosmétique et les parfums d'ambiance. Donc des produits qui nous paraissent être à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'était pour le point de départ. Ensuite, on a voulu donc se spécialiser dans ces catégories en les faisant fabriquer en France à travers des partenaires fabricants français. Donc ça a été le modèle, j'allais dire, de 2014 à 2021 ou 2020. Et depuis 3 ans maintenant, on essaye d'internaliser la fabrication. Donc on industrialise la société pour fabriquer et conditionner nous-mêmes ces produits. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit historique rapide. Donc je le disais, on est spécialisé en aromathérapie. Donc dans cette catégorie, il y a à la fois des huiles essentielles bio, des sprays, des synergies, des huiles végétales, des diffuseurs électriques. On est aussi spécialisé en cosmétique, donc avec des savons, des gels douche, des laits corps, des crèmes mains, des crèmes visage. Finalement, tout ce que vous pouvez trouver dans une salle de bain. Et la troisième catégorie, ce sont les parfums d'ambiance. Donc tout ce qui est bouquet parfumé, huile parfumée, carré fondant, des vaporisateurs et des encens, par exemple. Et en 2023, donc c'est très très récent, nous avons intégré une toute nouvelle catégorie qui est la gémothérapie. Donc la gémothérapie, pour la résumer en une seule phrase, c'est la médecine des bourgeons. Donc nous avons intégré 6 compléments alimentaires qui viennent enrichir notre gamme d'environ 370 références produits. Donc pour nous, le choix numéro 1 était la qualité produit. Donc qu'est-ce qui est la qualité de produit pour nous? C'est le Made in France, des ingrédients biologiques ou naturels, des parfums de grâce, des emballages éco-conçus et surtout des certifications exigeantes, c'est-à-dire AB, EcoCert, Cosmos Organique, voilà, des labels et des chartes très importantes pour nous. Et en 2020, donc on a été audité par AFNOR dans le cadre d'un audit RSE pour obtenir le label RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc cet audit nous a permis, dès le premier audit, d'obtenir ce label RSE au niveau confirmé. Donc vous avez 4 niveaux de maturité, le niveau initial, le niveau progression, le niveau confirmé, qui est le nôtre, et le niveau exemplaire. Donc dès le premier audit, on a eu le plaisir d'être au niveau confirmé. Donc ça repose sur 3 piliers, donc de l'ISO 26000. Donc à savoir, est-ce que la société est fiable économiquement? Est-ce qu'elle est saine? Le côté humain, est-ce qu'on travaille avec nos collaborateurs de manière juste et équitable? Et enfin, le côté environnemental. C'est qu'est-ce qu'on fait pour la planète dans notre quotidien et dans nos produits. Donc on est très fiers d'avoir obtenu ce label qui est très exigeant et très qualitatif, parce qu'on
On ne s'improvise pas RSE. Pour nous, c'est une philosophie, ou c'est dans notre ADN ou pas. Donc on est très très fiers. Et tout ce que je viens de vous dire depuis le début nous a permis d'obtenir en 2022, et ça pour la quatrième fois, la quatrième année consécutive, le trophée d'or du meilleur fournisseur dans l'univers de la maison. Donc ça, c'est aussi une belle récompense pour Galéo. C'est chaque année la distribution qui se réunit et qui vote selon 5 critères. Donc l'innovation, l'assistance rayon, le SAV, la communication et la logistique. Et donc sur ces 5 critères, donc Galéo a été élu donc le meilleur fournisseur dans l'univers de la maison. Et je terminerai en disant qu'on est une PME, donc on est 23 personnes, 15 personnes au siège à Valréas, 8 commerciaux qui se répartissent le territoire français et les dom-toms. Et l'avantage, c'est qu'on est une petite société avec une quasi-parité hommes-femmes. On est 12 femmes et 11 hommes. Et donc nous sommes pour le circuit de distribution sur un circuit très spécialisé. Donc on a vocation avec la marque Galéo à être partout, excepté en grande distribution alimentaire. Donc on a à peu près 2500 clients B2B en France et on est présent dans le monde dans à peu près une trentaine de pays. Voilà pour la présentation de Galéo. Ouais, super, merci, très, très complet. Merci beaucoup William. Et justement, quand tu parles de l'export, c'était ma deuxième question. Est-ce que le développement à l'international dans votre secteur, ça vous permet de vous développer plus facilement qu'en France ou pas forcément? C'est quoi ton constat? Alors le développement à l'international, puisqu'on parle de ma casquette en tant que responsable export, je sais de quoi je parle. Ce développement international est un levier de croissance très, très clair et non négligeable. Par contre, est-ce que ça nous permet de nous développer plus facilement qu'en France? J'allais dire, ma réponse, c'est pas forcément. Ça dépend d'énormément de facteurs. Par exemple, de quel pays on parle, de quel type de business on parle. Il faut savoir que globalement, les procédures et les négociations sont beaucoup plus longues et fastidieuses à l'international qu'en France. C'est un petit peu plus long. On ne nous connaît pas, on ne nous attend pas, donc il faut se faire connaître, il faut convaincre, donc c'est un petit peu plus long. Et il y a tout un tas de barrières aussi qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple des conflits que tout le monde connaît, le conflit en Ukraine, les pénuries de matières premières. Donc tout ça, c'est des freins, donc ça freine un petit peu. C'est peut-être plus difficile à l'étranger qu'en France en ce moment. Par contre, il y a clairement du potentiel et c'est clairement un levier de croissance qu'il ne faut pas négliger. Et avec des produits et des valeurs comme les nôtres, on est persuadé qu'on a notre place à l'international et qu'on peut lever des marchés supplémentaires dans les prochains mois et prochaines années. D'accord. Et justement, si tu pouvais nous faire un retour par rapport au pays, est-ce que tu considères qu'il y a des pays où ça a été plus simple et où est-ce que vous faites des meilleures performances? Et puis pourquoi il y a certains pays où vous faites des meilleures performances? Alors c'est une bonne question, c'est très aléatoire, j'allais dire. Il y a un historique qui nous permet de dire que, par exemple, la Belgique est le pays avec lequel on se détache le plus, très clairement, à l'export. Donc la Belgique, pour différentes raisons, je pense que pour des raisons de proximité géographique, pour des raisons de culture, que j'allais dire globalement, en Belgique, c'est pas valable partout, mais globalement, on parle la même langue. On a plus ou moins les mêmes réflexes de consommateurs, les mêmes habitudes de consommation en tant que francophone, qu'européen. Donc, j'allais dire, avec la Belgique, on se détache très clairement. Et on a l'habitude de travailler assez fortement en Europe proche, frontalière pour la plupart. Parce que, selon moi, on a vraiment une culture qui est similaire. Après, effectivement, on a des pays pour le grand export avec lesquels c'est peut-être plus difficile, plus long, mais qui ne nous empêchent pas de faire du business. Donc, je pense par exemple à toute la partie asiatique, qui est un levier et un potentiel incroyable, donc avec lequel il faut instaurer une confiance, il faut, j'allais dire, presque devenir ami et faire connaissance avant de faire du business. Mais donc ça, ça fonctionne, mais il faut un peu plus de temps. D'accord. Et est-ce qu'il y a plus de concurrence aussi sur certains pays? Est-ce que, par exemple, la Belgique, vous pouvez constater qu'il y avait moins de concurrence et en Asie, il y en a plus ou pas forcément? Non, pas forcément. Sur notre secteur de marché avec des produits comme les nôtres, on a énormément de concurrence et d'ailleurs de plus en plus.
Après, il faut savoir de quoi on parle et comparer les choses comparables. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'on favorise la qualité produit. Donc, on privilégie cette qualité à travers différents ingrédients, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le bio, le naturel, le made in France. On arrive à fabriquer nos produits chez nous. Donc, on a la chaîne de fabrication de A à Z. Et on a une histoire à raconter. Ça aussi, c'est très, très important. Une histoire de famille, ça plaît beaucoup. Et le côté RSE, donc avec des valeurs humaines. Tout ça, en fait, mis bout à bout, permet quelque part de se distinguer un petit peu de la concurrence. Donc Galéo se veut aussi avec des produits qui sont, j'allais dire, de milieu ou haut de gamme. Et avec ce positionnement, ces valeurs et cette histoire, eh ben, on arrive à se démarquer. Ça nous permet aussi d'aller prendre des parts de marché. Je parlais de la Belgique tout à l'heure. On est assez fiers de prendre des parts de marché de certains fournisseurs locaux, belges, alors qu'on est une société française. Comment ça se passe alors justement cette collaboration en famille, donc avec vos parents et votre sœur, hein, si je me souviens bien? Est-ce que, vous avez des conseils, par exemple, pour nos auditeurs qui aimeraient collaborer avec leur épouse, leur sœur, leur fils, leurs, parents ou beaux-frères? Est-ce qu'il y a, un retour d'expérience, que vous pourriez nous faire, des confidences pour que ça fonctionne bien? Oui, oui, ça c'est très particulier. C'est vrai que depuis qu'on a repris la société tous les quatre il y a 10 ans maintenant, nous on prend plaisir à raconter cette histoire de famille. Ça surprend toujours que 4 membres de la même famille sur 5, hein, j'ai mon petit frère, on est 5 au global, mais ça surprend toujours quand on est dans le business et qu'on parle qu'on est 4 en train de travailler ensemble. Par contre, ça se passe très très bien. On est dans un environnement, on a la chance d'être dans un environnement qui se veut être sain, où règne la confiance, hein. Ici, je parle de mes 2 parents et de ma sœur, donc on a confiance en eux. On peut se dire les choses. Et pour moi, il y a deux piliers qui sont fondamentaux dans une relation professionnelle et personnelle. C'est la complémentarité. Donc, on est 4 personnes et on est très différents. On a 4 profils très complémentaires. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne se marche pas dessus. Avec ma sœur, en tant que fille et fils de patron, dans la société, pour nous, on a un rôle un peu à part. Et avec ma sœur, on met un point d'honneur à travailler presque 2 fois plus et pardonnez-moi l'expression, mais à mouiller le maillot 2 fois plus pour ne pas montrer de privilèges ou de statut un petit peu à part. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Donc la complémentarité. Et le second, pour moi, c'est de bien dissocier le côté vie pro et vie perso. Donc je m'explique, l'idée, c'est d'éviter le mieux possible, hein, ça arrive évidemment, mais d'éviter au mieux de parler d'une négociation, du business le dimanche à table en famille, par exemple. Voilà, c'est l'idée de bien dissocier ça. Et une fois qu'on fonctionne comme ça, et ben, c'est un plaisir et c'est même presque, ça serait presque difficile de retourner dans un schéma traditionnel de salarié avec un patron, une patronne lambda. Ça doit être quand même difficile le dimanche, vous êtes, toute la semaine, vous avez travaillé sur un gros contrat, ou un projet, important de pas avoir, ce réflexe de revenir sur ce sujet qui vous lie tous. C'est devenu quand même naturel d'éviter de parler du travail ou, il faut quand même se forcer à faire en sorte qu'il y ait pas un sujet pro qui vienne sur la table? Forcément, c'est évident, on est tellement investi dans ce projet familial qu'à un moment donné, on est un peu rattrapé. Et on est 4, donc l'avantage, c'est que quand il y a une discussion qui est entamée sur un sujet pro, il y en a forcément au moins un d'entre nous qui stoppe la conversation parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment, et on essaie de respecter aussi le conjoint ou la conjointe qui est à côté, les enfants. Voilà, c'est pas le lieu, donc on est rattrapé évidemment, mais on essaye de faire en sorte que ça ne propage pas trop sur un repas de famille. Et oui, vous fixez, cette règle pour pouvoir mettre une certaine barrière, je comprends. Et William, vous êtes papa, vous avez plusieurs enfants? C'est tout récent, hein. J'ai eu mon premier enfant, mon fils, il y a tout juste 4 mois. Donc c'est tout récent. Félicitations, super. Merci, Comment merci beaucoup. s'appelle ce petit garçon? Alors mon fils s'appelle Hugo.
D'accord. Et comment vous gérez alors ou comment vous allez gérer les absences? Parce qu'en tant que directeur export, j'imagine que vous allez vous déplacer. Est-ce que vous envisagez votre carrière un petit peu différemment si, vous avez des déplacements, réguliers, ou vous êtes souvent hors de France, maintenant que vous êtes devenu père? Alors oui, oui, ça va être quelque chose que je vais apprendre, hein. J'allais dire, je démarre seulement depuis 4 mois, donc c'est tout récent. Ce que je dis n'engage que très très peu d'expérience. Mais effectivement, donc depuis 4 mois, j'ai limité les déplacements pour épauler ma femme et commencer un petit peu à en profiter de mon fils. Après, effectivement, de par le métier que j'ai, il va être difficile de ne pas voyager, de ne pas s'absenter. Donc depuis 2 ans, à travers le Covid, on a eu des outils comme la visio qui nous ont permis de continuer à faire du business sans forcément se déplacer. Donc ça, c'était très bien. Je pense qu'à un moment donné, ça a ses limites aussi. Donc il me tarde de retourner sur le terrain. D'ailleurs, pas plus tard qu'à la fin du mois, je pars sur une mission un petit peu à l'autre bout du monde. Je vais au Vietnam pendant 15 jours. Donc ça va être le premier vrai gros déplacement sans ma femme et mon fils surtout. Donc ça va être voilà, la première expérience d'éloignement. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir apprendre. Après, moi j'ai la chance d'avoir mon épouse qui travaille à la maison. Donc ça c'est un vrai plus pour garder notre enfant et puis aussi pour, en étant à l'autre bout du monde, pouvoir faire un petit fast time ou une petite visio pour ne pas être trop éloigné longtemps. Voilà. Et oui, pouvoir, garder cet équilibre, et justement, vous arrivez à trouver un juste milieu entre votre vie pro et vie perso, réussir à vous dégager du temps, ensemble aussi, avec votre épouse, et profiter de la vie, de famille, hors du bureau? Oui, bien sûr, c'est pareil, j'en fais un point d'honneur, c'est-à-dire que je suis extrêmement investi dans ce projet familial, mais derrière, j'en oublie pas ma vie perso avec effectivement ma famille. Donc, le conseil que j'ai, enfin, en tout cas, ce que je m'applique à moi-même, c'est d'optimiser au mieux mes déplacements. Alors, c'est assez vaste comme réflexe, mais c'est d'optimiser à la fois le lieu et la durée. Donc, j'essaie de concentrer tous mes rendez-vous à des périodes clés, en tout cas stratégiques pour Galéo. Donc, à savoir plutôt en fin d'année, ou avec les clients que je rencontre et que je retrouve, je fais un bilan et perspective. Et un second déplacement en général en milieu d'année, sur lequel je fais un suivi et un rééquilibrage. Donc voilà, j'essaie d'optimiser sur une période assez concentrée mes tournées, donc que ce soit en Europe ou en vente export. Voilà, j'allais dire, j'ai des rendez-vous, je les fais beaucoup sur une période très courte, et après ça me dégage un peu plus de temps pour être chez moi plus régulièrement. Et oui, ne pas oublier, aussi sa vie privée. Enfin, William, est-ce que tu aurais une anecdote à partager, qui ferait sourire nos auditeurs dans ton parcours ou dans tes voyages? Je suis curieuse. Alors oui, j'en ai une que je raconte assez souvent, qui est assez, enfin en tout cas incroyable de ma fenêtre, qui encore au jour d'aujourd'hui me fait sourire. Il y a quelques années, j'ai eu à faire un déplacement en Chine, et donc quand j'ai pris l'avion, donc pendant les quelques heures d'avion que j'avais, donc j'ai voyagé de nuit et forcément à un moment donné j'ai réussi à m'endormir, j'ai fait ma nuit. Et en pleine nuit, j'ai eu des secousses un petit peu tapées contre mon épaule, j'étais dans l'allée. Et effectivement, au réveil, enfin j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il y avait une femme qui était en train de faire un malaise dans l'avion, qui était presque en train de convulser dans l'allée tout à côté de moi. Elle faisait partie d'un groupe donc de Chinoises qui voyageaient et elles étaient toutes paniquées. À côté, il y avait effectivement une hôtesse et un steward qui étaient tout autant paniqués et qui n'intervenaient pas. J'étais assez surpris. Je pensais qu'ils avaient pour rôle d'intervenir, mais ils ne faisaient rien. Et vu que cette femme qui était en train de convulser était littéralement à mes pieds, en fait, j'ai eu un réflexe en me réveillant, c'est-à-dire de la redresser. C'était peut-être pas bien, mais de la redresser, de l'asseoir et de la rassurer en lui massant le dos. Donc j'ai fait que lui masser le dos, c'est tout. Et finalement, elle a retrouvé ses esprits après quelques minutes. Elle s'est rassise, on a terminé le vol. Moi, j'ai pu finir ma nuit, me rendormir. Et à mon réveil, j'ai eu la surprise de voir sur ma tablette, sur le siège devant moi,
qui a été rabattu. Énormément de cadeaux, de présents, de gâteaux, des œufs. J'avais plein de choses. Et toutes les femmes en fait de ce groupe avaient sorti de leur valise tout ce qu'elles avaient acheté et elles me les avaient offerts. Donc j'ai pas compris ce qui se passait. Donc elles ont eu plaisir à m'expliquer que c'était des cadeaux pour me remercier. Et le plus incroyable, c'est pas ça, c'est quand je suis sorti de l'avion dans le corridor en sortant de l'avion, le petit groupe de femmes chinoises m'attendait, m'a interpellé et m'a pris en photo, donc m'a alpagué, m'a pris ma valise et a fait une séance photo avec moi devant absolument tous les passagers qui sortaient, qui ne comprenaient rien. Et j'ai même entendu d'ailleurs des gens qui sortaient de l'avion en disant bah, ça doit être quelqu'un de connu puisqu'il y a une séance photo en cours. Et moi, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et voilà, il y a eu cette séance photo improvisée. C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de connu. Moi, j'ai juste essayé de masser le dos d'une pauvre femme qui faisait un malaise dans un avion. Voilà, donc c'était une petite anecdote de voyage sur un déplacement. Et oui, ça devait être assez amusant, mais c'est sûr que c'est aussi la culture asiatique est très reconnaissante, hein. Là, pour le coup, oui, effectivement, j'avais plein de cadeaux et on en est même gêné parce qu'on n'a pas l'habitude. Je ne demandais rien si ce n'est que moi, enfin, je l'ai aidé tout simplement à mon échelle, à mon niveau. Et j'étais très très surpris d'avoir des gâteaux. J'ai eu des choses qui, avec le recul, je ne connaissais pas, mais des œufs de 100 ans, des choses comme ça, très sacrées, à grande valeur pour eux. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu l'œuf en question, ça donne pas forcément envie de le manger, mais elles étaient très très fières de m'offrir ça. Elles étaient très contentes. Elles voulaient me voir le manger, donc je l'ai fait, j'ai fait l'effort. Mais voilà, c'est dans la culture. C'est voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais elles m'ont aidé, elles m'ont souri, elles m'ont fait la fête, elles m'ont pris en photo. Donc c'était très très marrant et surtout dans un avion avec des passagers qui comprenaient rien à ce qui se passait. Donc je crois que j'étais peut-être le premier à rien comprendre à ce qui se passait. Le business à l'international, c'est vivre des moments d'exception, des moments que l'on ne comprend pas forcément toujours sur le coup. C'est confronter plusieurs cultures, c'est découvrir des personnes enfin, qu'on ne reverra certainement jamais. Et c'est vrai que c'est tellement riche plutôt que rester dans son bureau derrière son ordinateur et faire ses visios. Donc ça, je comprends tout à fait que ça devait être un moment qui maintenant qui vous a marqué forcément. Merci de ce partage. Et pour finir, qu'est-ce qui serait votre rêve là sur les 2-3 prochaines années? Alors quand je dis vous, votre famille, la vision, vous voudriez emmener Galéo vers quelle destinée? Et ben déjà, il y a un rêve qui est en marche. Le rêve qu'on avait il y a quelques années, c'était d'industrialiser la société, hein, d'être dépendant que de nous-mêmes. Donc ça, on est en train de concrétiser un de nos rêves. Et j'allais dire notre rêve à échéance 4-5 ans, c'est j'allais dire, il n'y a rien d'original, hein, c'est de faire prospérer la société, de développer la société, c'est de conquérir des marchés à l'international, mais des marchés grand export qui nous sont, en tout cas, qui nous paraissent être pertinents et judicieux. Voilà, c'est de faire croître la société pour pourquoi pas demain que mes parents nous transmettent la société, que ce soit une société qui puisse se transmettre de génération en génération. Voilà, ça c'est quelque chose. En tout cas, mon fils est là, il y a la relève, donc C'est ce que j'allais dire. c'est ça. Hugo, dans une vingtaine d'années, pourra peut-être être intéressé Pourquoi pas, par pourquoi Galéo pas. 4.0. C'est ça. En tout cas, c'est l'idée. Voilà, il fera ce qu'il veut évidemment, mais on tient à la société avec ma sœur puisque c'est un projet familial, donc pourquoi pas dans 20, 30 ans effectivement laisser la boîte à la prochaine génération. Mais voilà un petit peu les rêves que l'on a chez Galéo. Super, eh ben, merci beaucoup de tout ce partage. J'espère que les auditeurs auront été contents d'entendre aussi vos aventures et puis de voir derrière cette marque que l'on voit un petit peu partout, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Plein de bonnes aventures. Merci beaucoup Peggy. En tout cas, ça a été un plaisir de venir témoigner à notre modeste échelle, mais voilà, un grand merci pour ce partage et cet échange très, très agréable. Avec plaisir.
Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise. Je remercie mon invité pour son témoignage et ses précieux conseils. Suivez nos prochains épisodes pour découvrir d'autres témoignages inspirants de dirigeants et gérants d'entreprises tournés vers l'international. À très vite!